La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous sommes de retour avec le professeur Jean-Pierre Vinel, hépato-gastro-entérologue, qui a été doyen de la faculté de médecine de Toulouse et président de l'université Paul Sabatier. Jean-Pierre Vinel nous a parlé la semaine dernière de cette maladie colorée qu'est la jaunisse, en nous racontant des histoires sur la manière dont cette maladie était perçue depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons entrer plus dans l'histoire contemporaine, l'analyse de cette maladie, ses causes et ses traitements. Jean-Pierre, je suis toujours surprise de découvrir qu'une simple molécule, ici la bilirubine, de formule chimique C33H36N4O6, peut avoir tant de propriétés particulières par rapport à notre santé. Ce n'est, après tout, qu'un assemblage des éléments les plus abondants dans l'univers si on exclut l'hélium qui ne participe pas aux molécules du vivant. La bilirubine est un pigment jaune qui vient, je crois, de la destruction des globules rouges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ? Les globules rouges, comme toutes les cellules, peut-être à l'exception des neurones, on est de moins en moins sûr, sont régulièrement détruites et renouvelées. Et la demi-vie des globules rouges est d'environ 120 jours. Autrement dit, tous les 120 jours, nous détruisons en gros la moitié de nos globules rouges. Ça veut dire que le sang est renouvelé en permanence. En fait. L'organisme en général est renouvelé en permanence. Or, les globules rouges sont les cellules qui, dans le sang, transportent l'oxygène indispensable à la vie grâce à un atome de fer. Et la molécule qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine. C'est une molécule qui, heureusement pour nous, est extrêmement solide. Nous ne pouvons pas la détruire, mais nous pouvons ouvrir le cycle qu'elle représente, et ça constitue la bilirubine. Parce que c'est une molécule excuse-moi de t'interrompre. Si j'ai bien compris, donc l'hémoglobine ne se détruit pas, mais... Il y a des molécules qu'on détruit, c'est-à-dire qu'on réduit à l'état d'atome. On va libérer les différents atomes qui la constituent. Ça n'est pas possible avec l'hémoglobine. Donc on va juste ouvrir le cycle, et c'est ça qui va être éliminé sous forme de bilirubine, avec quelques petites modifications, mais à la marge. Mais la molécule est quasiment, très 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 proche de celle de l'hémoglobine. C'est une molécule qui est soluble dans les graisses, mais pas dans l'eau. Or, les sécrétions par lesquelles nous éliminons ce dont nous devons débarrasser notre corps sont des solutions hydriques à base d'eau. Donc un produit qui est purement soluble dans les lipides ne peut pas être éliminé de cette façon. C'est aussi pour ça que c'est un produit qui est dangereux, en tout cas chez les nourrissons, parce qu'il peut traverser ce qu'on appelle la barrière hématoméningée qui protège le cerveau, mais qui est immature chez les nourrissons, et aller se fixer sur le cerveau, déclenchant ce qu'on appelle un ictère nucléaire, qui est gravissime. Ça, c'est ce qu'on appelle la jaunisse du nouveau-né. C'est une forme de jaunisse particulièrement grave chez le nouveau-né, oui. Donc, cette bilirubine liée à l'albumine arrive au niveau du foie, elle va être captée par la cellule hépatique, et là, elle va être conjuguée, c'est-à-dire qu'on va fixer dessus en général deux petits acides, des acides glycuroniques, deux molécules d'acide, qui vont permettre de la rendre soluble dans l'eau et éliminable. Et elle va être éliminée dans la bile. Elle va passer dans le tube digestif, et c'est elle qui, après des transformations par des enzymes bactériennes, va colorer nos selles en marron. Une partie est réabsorbée, revient au foie, est à nouveau éliminée, une partie dans les urines, et c'est elle qui va colorer nos urines en jaune. C'est extraordinaire, c'est compliqué, c'est extraordinaire ce qui se passe dans le corps humain. C'est pour ça que dans les ictères, les jaunisses qui sont liées à une destruction exagérée des globules rouges, par ce qu'on appelle les anémies hémolytiques par exemple, nous allons avoir beaucoup de bilirubine conjuguée par le foie éliminée dans les selles, c'est-à-dire des selles très foncées, et des urines qui restent claires, alors que lorsqu'il y a une diminution de la sécrétion biliaire, soit parce que c'est une maladie de la cellule hépatique, soit parce que c'est un obstacle sur les voies biliaires, les selles vont se décolorer et les urines, au contraire, devenir très foncées. Ah bah c'est compliqué. Et la bile, elle sert à quoi en fait, l'utilité pour l'organisme, et puis la vésicule aussi La bile est un émonctoire, c'est-à-dire que c'est un processus d'élimination, comme l'urine à travers le filtre du rein. C'est la même chose à travers le filtre du foie. Ça va servir à éliminer un certain nombre de substances métabolisées par le foie, c'est-à-dire transformées par le foie, notamment des médicaments, dont un bon nombre sont éliminés par voie biliaire.
Ça sert à éliminer du cholestérol, et c'est le seul moyen que nous ayons d'éliminer du cholestérol. Ça sert à éliminer la bilirubine, qu'il ne faut pas garder dans l'organisme, faute de quoi on va devenir tout jaune, voire tout vert s'il y en a trop. Alors, revenons en arrière. Ça sert à éliminer le cholestérol, mais le cholestérol, dans les solutions, s'il est en trop grande concentration, va précipiter, former des calculs, des cristaux. Les calculs biliaires dans la vésicule, c'est dû au cholestérol. Et pour rendre le cholestérol soluble, nous disposons de molécules qui vont être sécrétées avec lui dans la bile, à savoir des lipides un peu complexes, ce sont des phospholipides, en réalité surtout des lécithines, et puis des sels biliaires qui permettent de solubiliser ce cholestérol. Et une fois dans le tube digestif, ces sels biliaires sont indispensables à l'absorption des graisses. Sans les sels biliaires, nous avons beaucoup de mal à absorber les graisses. Enfin, il y en a qu'on peut absorber, mais pas toutes. Et c'est un problème surtout avec certaines vitamines qui sont solubles dans les graisses, que sont la vitamine A, qui est utile qui a un effet trophique et qui sert à la vision nocturne notamment, la vitamine C, que tout le monde connaît, la vitamine D, indispensable à la formation de l'os, et la vitamine E, qui est une vitamine aussi du trophisme. S'il y a des problèmes à ce niveau, est-ce que ça peut conduire à de l'obésité? C'est lié ou pas du tout? Ça ne conduit pas à l'obésité, mais ça va, parce que les graisses ne seront plus absorbées, elles seront éliminées dans les selles. Et donc on aura des selles particulièrement grasses. Mais pour revenir à la question plus précisément, on peut utiliser des médicaments qui modifient l'absorption des graisses justement pour essayer de faire maigrir les gens. Et alors donc, tu disais la précipitation du cholestérol dans la vésicule... c'est là que ça se passe. Oui. Parce que la bile qui est sécrétée par les cellules du foie va descendre par des canaux biliaires et va être stockée, en partie, parce que ce n'est pas considérable, par la vésicule. Et donc, dans la vésicule se produisent quelques modifications de la bile. Il y a en particulier une réabsorption d'eau, c'est-à-dire que la bile se concentre en fait. Et s'il n'y a pas suffisamment de phospholipides ou pas suffisamment de sels biliaires, ou trop de cholestérol, il va se former des cristaux de cholestérol, et du fait de la stagnation, ces cristaux vont s'accumuler et former des calculs. Mais ces calculs restent rarement longtemps purs, et assez rapidement viennent se précipiter dessus des sels de bilirubine et du calcium. Et quand on a des calculs dans la vésicule, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les calculs, s'ils ne sont pas trop gros, peuvent migrer dans le canal de la bile. Et ça fait mal? Ça déclenche une des plus grandes douleurs connues, ce qu'on appelle la colique hépatique, c'est assez comparable, toute proportion gardée, à la colique néphrétique. Donc, c'est extrêmement violent, et ça peut donner de la fièvre, et évidemment la jaunisse, parce qu'on ne peut plus éliminer la bilirubine. Alors soit le calcul va passer spontanément, soit il va se bloquer quelque part, et ça peut aussi donner une inflammation du pancréas, c'est-à-dire une pancréatite aiguë d'origine lithiasique. Donc il ne faut pas garder un calcul dans la voie biliaire. Ça c'est la première complication, c'est la migration du calcul. Deuxième complication, c'est le calcul qui va se bloquer dans le canal d'évacuation de la vésicule, et qui va donner une inflammation de la vésicule, ce qu'on appelle une cholécystite, qu'on peut traiter médicalement, mais qui conduit généralement à l'ablation de la vésicule. Autrement, les calculs qui stagnent dans la vésicule peuvent très bien y rester. Les gros calculs, on peut avoir des gros calculs dans la vésicule et puis ne pas s'en apercevoir. Absolument. Il y a en gros 80% des calculs qui restent, pendant toute la vie des gens, totalement dénués de symptômes. Ce qui veut dire qu'on ne traite que les calculs qui donnent des symptômes. Autrement, on traiterait 80% des gens pour rien. C'est-à-dire que s'il y a des gros calculs, il n'y a pas de risque qu'ils se cassent en plus petit pour passer dans le canal hépatite? Non, sauf si on commet l'erreur de les casser, ce qui a été effectivement envisagé à un moment donné avec la lithotricie, qui est avec des ultrasons de casser les calculs. Alors ça se fait beaucoup dans les voies urinaires, ce qui permet d'éliminer des calculs d'accès difficile. Et on a essayé ça dans la vésicule en se disant peut-être on va les casser. Ça. Résultat, on avait des gros calculs qui donnaient très peu ou pas de symptômes, qui sont transformés en petits calculs qui ont donné des complications. Oh là là. Donc c'est totalement abandonné à l'heure actuelle. Oui. Au contraire, on en voulait faire du bien et on a fait du mal. Oui. Et si on enlève la vésicule, alors qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Elle sert à quoi en fait la vésicule? Dans la mesure où la bile est concentrée dans la vésicule, après le repas, au moment de la digestion, elle se contracte et évacue la bile en quantité un peu plus importante dans le tube digestif que cela n'est le cas en son absence. Cela étant, d'une part, on constate, lorsqu'on a enlevé la vésicule, que la voie d'élimination de la bile se dilate, et qu'il y a donc une certaine forme de stockage. Et puis d'autre part, la sécrétion biliaire, elle est en fait continue dans la journée.
sécrètent à peu près 1 litre de bile par jour tout de même. Hein. Oh là là. C'est pas rien. Et c'est ça qui va permettre l'absorption des graisses, comme je disais tout à l'heure, dans le tube digestif. Donc en réalité, elle ne sert pas à grand-chose. Et les patients qui sont cholécystomisés n'ont aucun signe qui soit lié directement à l'absence de vésicule. Et dis-moi une petite boutade, là, quand on dit qu'on se fait de la bile, qu'on est énervé, est-ce qu'il y a réellement un lien entre la nervosité et la bile, ou est-ce que c'est simplement des histoires de bonnes femmes ? C'est des vieilles histoires qui remontent à... On parlait la dernière fois que nous sommes rencontrés de l'ictère chez les Assyriens. Ça remonte à peu près à ces époques. C'est la théorie des humeurs, où il y a plusieurs formes d'humeur. Il y a y compris la bile noire, qui est sécrétée non pas par le foie, mais par la rate, et qui correspond à l'humeur atrabilaire, mélancolique, etc. La bile, c'est jaune, celle du foie, c'est l'élément de la colère, effectivement. C'est totalement fantaisiste, il n'y a aucun support à ça, objectif en tout cas, et quelques contrariétés qu'on ait, ça ne peut pas en soi occasionner la jaunisse, il faut trouver une autre cause. Ça fait partie des traditions. Cela étant, si l'on se promène sur Internet, on trouve encore la trace de ces légendes antiques dont on n'arrive en fait jamais véritablement à se débarrasser, probablement parce que la science est très bien équipée et s'équipe de mieux en mieux pour prouver ce qui existe, mais elle est toujours incapable de prouver que quelque chose n'existe pas. Les fausses informations circulent beaucoup plus facilement sur Internet que les bonnes informations. Ça, c'est vraiment un problème pour tout ce qui est scientifique, et pas seulement scientifique d'ailleurs. Et alors, en fait, je ne sais pas si on peut répondre à ça, mais par rapport à ce qu'on sait du passé, est-ce que la jaunisse est une maladie plus fréquente, moins fréquente maintenant que dans les périodes antiques, ou est-ce qu'on ne sait pas du tout ? Je pense que c'est à peu près impossible à savoir parce que les maladies ont évolué dans le temps, il y en a qui sont apparues. Virus de l'hépatite B, on a fait des études qui ont été publiées assez récemment qui montrent que probablement il est là depuis 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc celui-là, il devait le connaître et en avoir de temps en temps, mais comme il se transmet beaucoup par piqûre, etc., peut-être qu'ils en avaient moins de cas à l'époque. Les autres hépatites sont d'apparition apparemment plus récente, mais tellement de maladies sont susceptibles de donner la jaunisse que c'est difficile de répondre à la question. Peut-être une chose qui me vient en discutant, c'est qu'on sait que les cancers augmentent avec l'âge, ils peuvent être cause de jaunisse, et vu l'espérance de vie de nos grands ancêtres, probablement ils en avaient beaucoup moins que nous. Mais c'est un peu un artefact lié à l'augmentation de l'espérance de vie, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations et à bientôt, bonne continuation. Merci beaucoup à toi.